Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire de l'histoire de l'anarchisme au Québec. Puis ça commence plus ou moins bien parce que les historiennes et les historiens en général se sont très peu intéressés à l'histoire de l'anarchisme au Québec et les anarchistes eux-mêmes n'ont pas beaucoup laissé de traces à part des chansons révolutionnaires. Et en fait, quel lien y a-t-il entre le féminisme et l'anarchisme, me direz-vous? Puis je sens le besoin de me justifier parce que récemment, quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas me dire féministe parce que je faisais simplement de l'histoire des femmes. Sachez là, que le féminisme et l'anarchisme, c'est deux mouvements qui évoluent vraiment de manière connexe ensemble. Il y a beaucoup de liens à faire là, entre les deux mouvements. Et on verra plus tard pourquoi les militantes anarchistes ont pris du temps à se dire elles-mêmes féministes, mais elles luttaient, ce qu'elles revendiquaient, on peut certainement qualifier ça de pensée proto-féministe en fait. Aussi, comme pour la plupart des mouvements politiques, mais la contribution des femmes dans l'anarchisme a été invisibilisée et réduite à l'anecdote. Et c'est pas parce qu'un groupe veut changer le monde que les rapports de genre dans ce groupe-là ne sont pas profondément inégalitaires. Puis ça, d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Puis avant de commencer, je dois vous dire aussi que je me suis beaucoup inspirée des écrits du sociologue et penseur libertaire Francis Dupuy-Déry, que je lis parfois le samedi soir parce que je suis une grosse nerd, mais aussi parce que j'adore ce qu'il écrit et c'est toujours très instructif à chaque fois. Aussi, pour approcher l'histoire de l'anarchisme au Québec, Francis Dupuy-Déry propose de s'intéresser aux divers mouvements populaires dont le discours et surtout les pratiques relèvent des principes anarchistes, soit la liberté, l'égalité et la solidarité, déclinés sous une forme radicale, c'est-à-dire foncièrement anti-autoritaire et anti-hiérarchique. Tous les mouvements qui sont critiques de l'instrumentalisation que font les États du nationalisme et des dérives racistes qui justifient l'exclusion peuvent aussi servir à l'analyse. D'abord, pour vraiment commencer l'histoire de l'anarchisme, avant la colonisation, il y a plusieurs communautés autochtones qui vivaient dans ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une forme d'anarchie, dans le sens où c'est vraiment le principe de liberté absolue qui régissait les rapports entre individus. Puis en général, chez les nomades comme chez les sédentaires, les gens avaient une vie et une sexualité qui étaient assez libres. La société n'était pas beaucoup hiérarchisée, puis même s'il y avait des chefs qui prenaient des décisions politiques, il n'y avait pas un rôle vraiment coercitif sur les autres membres de la communauté. Les nations autochtones se caractérisaient en général par leur égalité des genres, bien que chez les nomades, c'était quand même le plus souvent les hommes qui dominaient la vie dans la communauté. Aussi, on peut dire que les nations autochtones pratiquaient l'égalité économique et une certaine forme de communisme en échangeant des biens plutôt que de l'argent. Évidemment, l'invasion européenne vient complètement bouleverser tout ça et il faut attendre au moins jusqu'au 19e siècle pour voir réapparaître une certaine forme d'anarchie au Québec. Donc, en 1882, les Chevaliers du Travail, une organisation qui est fondée aux États-Unis et à laquelle participent des socialistes et des anarchistes, s'implantent au Québec. Alphonse Télesphore Lépine, qui est militant des Chevaliers du Travail, est même élu dans le comté de Montréal-Est en 1888. Mais selon l'historien Michel Nestor, il n'y a pas vraiment de courant anarchiste organisé au Québec dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est vraiment dans les milieux ouvriers juifs et canadiens-français que vont se développer en premier les idées anarchistes. Les immigrants et les immigrantes juifs, particulièrement, qui fuient les troubles politiques de l'Europe de l'Est, amènent avec eux des idées révolutionnaires. Plusieurs d'entre elles et eux travaillent au Québec dans les usines de textiles et elles côtoient là-bas des Canadiennes et des Canadiens francophones. Il se développe donc quelques cercles anarchistes à Montréal dans les milieux ouvriers. Aussi, en 1908, le groupe L'Ami des travailleurs, qui va joindre la Fédération anarchiste de New York, invite l'autrice et la militante Emma Goldman à prononcer des conférences à la Bourse du travail, l'édifice des syndicats internationaux. Celle-ci est d'ailleurs absolument dégoûtée par le conservatisme canadien-français et dit même que s'il n'y avait pas d'étrangers au Canada, le pays continuerait d'être ennuyeux, pieux et stupide. En 1937, c'est au tour de la militante juive Rose Pesotta de débarquer à Montréal. Elle milite pour l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames.
Pour encourager la syndicalisation, Rose Pezzetta lance un journal et une émission de radio bilingue. Elle distribue des tracts, fait du porte-à-porte et propose des cours du soir aux ouvrières qui sont alors enseignées par la militante Léa Robach, qui, elle, est travailleuse sociale à l'époque. L'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames déclenche une grève générale illimitée le 14 avril 1937, qui touche une centaine de manufactures et environ 5000 ouvrières. Et tout ça se termine par plusieurs victoires, d'ailleurs, pour les travailleuses. Donc, une augmentation salariale de 10%, une diminution du temps de travail et une prime salariale pour le temps supplémentaire. Ce mouvement-là regroupait aussi bien des ouvrières juives que des Canadiennes françaises, un fait qui était absolument exceptionnel à l'époque. Et sachez qu'anarchisme et féminisme n'ont pas toujours fait très bon ménage. Il y a plusieurs militantes anarchistes qui ont été longtemps frileuses à se déclarer elles-mêmes féministes parce que, à l'époque, le mot féminisme est beaucoup associé aux luttes suffragistes, donc à l'obtention du droit de vote pour les femmes, et c'est beaucoup associé aux femmes des classes bourgeoises, finalement. Aussi, les militants anarchistes hommes, bien qu'ils se disaient favorables en général à l'émancipation des femmes, comptaient quand même sur elles pour faire les tâches ménagères à la maison et aussi continuaient de les traiter comme des êtres qui étaient inférieurs à eux, tout simplement. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-moi. Et sinon, on se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.